Je suis Sophie Cadalen, je suis psychanalyste. Chaque jour, je reçois des femmes, des hommes, qui s'interrogent sur leurs désirs, leur sexualité, leur intimité. Des interrogations qui peut-être sont aussi les vôtres et que je vous propose d'aborder ensemble. Je vous propose d'évoquer aujourd'hui le sujet délicat du polyamour. Un modèle inventé pour tenter de concilier liberté et fidélité pour s'engager sans exclusivité. Alors comment ça marche, le polyamour ? Et est-ce que ça marche ? Podcast Story. Le polyamour, un mot qu'on entend de plus en plus, qui a été inventé, précisé par les jeunes générations, qui cherchent à trouver un modèle effectivement qui permettrait de concilier différentes tendances qu'on a du mal à organiser en général et dans l'amour et dans la sexualité. Parce que dans polyamour, il y a amour, il y a la possibilité d'aimer plusieurs personnes à la fois. Et ceci distingue donc de la relation libre, qui était une formule, en tout cas une proposition qui existait auparavant, mais qui restait organisée par le fait qu'il y avait un couple officiel, un couple légitime, et puis la possibilité de désirer ailleurs. Je dirais même, un peu crûment, la possibilité de baiser ailleurs. Là, le polyamour a plusieurs ambitions, et non pas des moindres, c'est oui, on peut désirer ailleurs, on peut faire l'amour ailleurs, mais on va aussi pouvoir aimer ailleurs, et l'un et l'autre, et peut-être en toute connaissance de cause. Alors, est-ce que c'est si nouveau que cela ? Non. Il y a toujours eu des hommes, des femmes aussi, on en parle moins, mais qui étaient capables effectivement de vanter et de vivre la possibilité d'aimer plusieurs personnes à la fois. En général, on n'en parlait pas tellement. Colette, par exemple, fait partie de ces femmes qui pouvaient aimer et un homme et une femme en même temps, et l'aimer dans tous les sens du terme, charnellement, intellectuellement. Mais en général, voilà, sauf à être justement une femme remarquée, remarquable, une femme de lettres, on n'en parlait pas trop, ça restait extrêmement discret. Maintenant, c'est vanté comme la solution pour échapper au modèle du couple comme seul horizon. Un modèle dont on a du mal à se dépêtrer. Comment faire autrement ? Comment faire autrement pour être rassuré, pour s'engager, pour construire une famille, autrement qu'en ayant son autre avec lequel on va effectivement construire, habiter ensemble, élever nos enfants ensemble. Si on parle de polyamour, si on parle de possibilité donc d'aimer ailleurs, c'est qu'on remet en cause quoi ? L'exclusivité, qui organise quand même nos relations, qui organise nos couples. L'exclusivité qui remonte à très loin. Prenons Platon, voilà, qui a entretenu en nous le mythe de la moitié de pomme à trouver. C'était pas une pomme chez Platon, mais en tout cas, il y avait la moitié de l'être qui avait été, parce que les dieux étaient fâchés, coupée en deux. Et c'est bien une expression qui reste en cours aujourd'hui. On cherche sa moitié, avec cette idée que l'autre nous compléterait. L'autre nous apporterait tout ce qui nous manque, tout ce que l'on n'est pas. L'autre suppléerait à ce en quoi on défaille, ce dont on n'est pas capable. Il nous rassurerait. Trop souvent, on imagine qu'il nous guérirait, qu'il nous apporterait le désir dont peut-être on manque, qu'il nous apporterait le souffle dont peut-être soi-même on manque. Bref, l'autre, c'est notre tout. Ce que va justement contester le polyamour, qui va remettre en question la possibilité du tout de l'autre, puisque ce tout va être peut-être incarné par plusieurs autres. Dans ce modèle du couple unique, il y a aussi une fonction sociologique, une fonction pratique. On sait que, par exemple, le couple a été inventé et la filiation, en tout cas reconnue, pour des histoires de propriété. On a cherché à resserrer la cellule familiale pour que le patrimoine s'organise et se transmette plus aisément. Maintenant, on a un peu poussé ça, tout de même. Mais il y a un autre défi, effectivement, dans le fait de vivre en couple, de vivre à deux, c'est de concilier cette énergie de l'amour et cette autre énergie qui est celle de la sexualité. Nous en avons déjà parlé dans un podcast sur la libido, mais aussi sur les fantasmes. Cette idée de s'élever par le haut, dans l'amour, de sublimer les sentiments, de s'aimer pour toujours, de s'admirer, de se respecter, c'est quand même mieux pour s'aimer. Mais aussi de concilier cette énergie plutôt du bas de la sexualité, qui est que justement, on jette aux orties tous nos oripeaux, nos costumes de gens bien comme il faut, et on s'éclate ensemble. Donc le polyamour peut-être aussi aurait vocation à concilier ces tendances. Peut-être qu'il y aurait un amour un peu moins sexuel, et puis un autre que l'on aimerait, une autre que l'on aimerait à côté
plus sexuée, peut-être la possibilité effectivement de trouver plus de sensualité quelque part, ou de la réveiller ailleurs, peut-être aussi d'avoir la fidèle compagnon sur un mode peut-être, oui, plus intellectuel, plus sentimental, plus affectif. En tout cas, une dispersion de ces deux tendances qui peuvent être effectivement incarnées par une personne, une autre personne, et peut-être encore une autre personne. Alors le modèle effectivement présenté comme ça, très bien. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas tous dans le polyamour ? Parce qu'on est quand même tenus tous par cette question et cette appréhension. Si j'aime quelqu'un, est-ce que je suis, entre guillemets, condamné à rester avec ce quelqu'un ? Est-ce que je m'empêche pas d'aimer ailleurs, de profiter ailleurs, d'avoir envie ailleurs ? Et c'est aussi pour ça que quelquefois on ne s'engage pas dans une relation. Même les jeunes, je les entends dire « Oui, mais si maintenant, voilà, je m'installe avec cette personne, c'est fichu, je passe à côté d'autres occasions, à côté d'autres rencontres. » On a envie de profiter, avec aussi peut-être l'idée « Est-ce qu'il n'y aurait pas encore mieux, encore plus, encore davantage à vivre ailleurs ?» Alors, c'est un modèle qui est beaucoup parlé, qui n'est peut-être pas pratiqué tant que cela, parce qu'il y a quand même quelques difficultés. Et je pense à un jeune couple qui justement ne se revendiquait pas comme couple. Ils étaient très amis, ils étaient aussi très amants. Ils ont embrassé ce modèle du polyamour. Ils vivaient presque ensemble. Sauf que quand un ne rentrait pas la nuit, parce qu'il était sorti, parce qu'il avait peut-être rencontré quelqu'un d'autre, c'était extrêmement difficile à vivre pour celui qui restait. Et quand ça s'est inversé, et quand l'autre est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, ça a été extrêmement difficile à vivre aussi pour celui qui, d'habitude, ne rentrait pas toujours, et qui là attendait sa dulcinée, qui peut-être était en train de chavirer ailleurs. Il y a de l'infidélité possible aussi dans le polyamour. On ne va pas échapper à la possibilité de la trahison, à la possibilité de l'infidélité, sauf qu'elle ne sera pas au même endroit. Ce ne sera pas une infidélité d'amour, ce ne sera pas une infidélité de corps, de sexe, mais ça peut être une infidélité dans la façon de vivre ce polyamour, dans la façon de, peut-être, à un moment donné, aimer davantage ailleurs, et peut-être au point de préférer vivre totalement cet amour ailleurs, et exclusivement cet amour ailleurs. Être désiré nous fait exister. Avoir le sentiment que l'autre désire ailleurs peut nous donner le sentiment, justement, d'être anéanti. C'est ce qui se vit dans l'infidélité, par exemple. À partir du moment où on est en couple, on va dire classique, plus traditionnel, voilà, les infidélités vécues, les trahisons éprouvées, nous donnent le sentiment, quand on sait que l'autre, effectivement, a désir ailleurs, et je ne parle pas encore d'amour, là, a désir ailleurs, que l'on n'est plus rien. Voilà, comme si, effectivement, le désir de l'autre nous assurait seul que l'on était désirable. On peut avoir beaucoup lu, beaucoup appris, on peut avoir réfléchi la question. Je ne connais pas une personne qui, ayant vécu, effectivement, et nous sommes nombreuses à l'avoir vécu, l'infidélité, ne s'est pas sentie totalement anéantie par le fait que l'autre, peut-être avec lequel nous n'avions pas tant de sexualité, peut-être plus de sexualité, mais le fait que l'autre soit réveillé, éveillé de désir ailleurs est absolument intolérable. Donc déjà, ce modèle du polyamour va nous demander d'être très 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 adulte, je dirais très adulte, même si on est très jeune, pour justement concevoir que le désir de l'autre ailleurs ne m'anéantit pas. Ça suppose aussi, pour ne pas ressentir cela, c'est que je suis aussi capable de cela. Et là, c'est un autre écueil, effectivement, du polyamour, qui peut être un modèle présenté par l'un pour peut-être s'arranger d'envies, effectivement, diverses et variées, mais qui ne sont pas forcément les envies de l'autre. Et là, c'est un sujet extrêmement, effectivement, important. Ça ne peut fonctionner, déjà à la base, que si on est tout à fait d'accord, et l'un et l'autre, sur cette façon de fonctionner. Et ce n'est pas forcément le cas. Et ça ne va pas être toujours forcément le cas. On peut dans un premier temps être très emballé par l'idée, ou dans un deuxième temps. J'ai connu des couples qui effectivement étaient très amoureux, avaient vécu quelques années ensemble, avaient fait famille ensemble, et étaient tombés d'accord sur le fait que plutôt que de se tromper comme ça en catimini, s'ils admettaient ce modèle-là, mais à condition effectivement de l'embrasser tous les deux. Parce que nous sommes humains, parce que ce qu'on a cru vouloir, on ne va pas le vouloir forcément, parce que là où on croit aimer, on ne va peut-être pas continuer d'aimer, parce que là où on a dit qu'on ne désirerait jamais, peut-être on va commencer à désirer, et là où on a cru que l'exclusivité ne nous intéressait pas, peut-être qu'à un moment donné, cette envie-là va nous rattraper. Et c'est tout de même un contrat
Un contrat qui est signé, alors peut-être pas sur une feuille de papier avec un crayon, mais en tout cas, un contrat auquel on consent de part et d'autre, dont les modalités vont être extrêmement différentes selon les couples et selon la façon de vivre le polyamour, qui n'est pas à confondre avec le libertinage, qui justement, lui, dissocie l'amour, la sexualité. Là, on ramène tout. Et pour tout ramener, effectivement, certains, dans ce contrat-là, vont prôner la transparence absolue. On se raconte tout, on se tient au courant de tout. Et là aussi, je pense à une jeune patiente qui avait rencontré un jeune homme qui vantait effectivement, enfin en tout cas qui se présentait comme un polyamoureux. Elle était plutôt très contente de faire cette rencontre-là. Elle n'y engageait pas grand-chose d'ailleurs. C'était pas l'homme de sa vie ou celui avec lequel elle rêvait soudain ou plus tard de faire famille. Mais lui avait tellement balisé justement ce contrat en disant « avant qu'il se passe quelque chose, je veux que tu saches avec qui je suis. » Et d'ailleurs, elle voudrait, il avait plusieurs amoureuses, elle voudrait te rencontrer. Ça devenait une espèce de grande famille. Alors, c'était au départ un peu drôle, plutôt sympathique. C'était peut-être l'occasion de se faire d'autres copines. Mais c'est devenu très très vite contrariant, puisqu'elle s'est trouvée, elle aussi, en situation de devoir rendre compte de ses éventuels autres amants. Est-ce qu'elle les aimait? Est-ce qu'elle les aimait pas? Où est-ce qu'ils en étaient? Et tout d'un coup, c'était en fait comme une espèce de carte qu'il fallait dessiner. La carte de l'amoureux ou du tendre, pourrait-on dire. Mais avec effectivement des petites pancartes, des petites fléchettes. Je l'aime, je le désire, depuis combien de temps, où est-ce qu'on va ensemble? Et ce contrat de transparence, finalement, va devenir suspect. Est-ce que c'est vraiment la possibilité de faire tout ce qu'on veut, ou l'assurance par celui, en général, ou celle qui a érigé ce contrat, d'être quelque part l'œil de Moscou, et sous couvert de liberté, encore une fois, sous couvert de grande tolérance, d'être certain de là où est l'autre toujours. Même s'il aime ailleurs, même s'il désire ailleurs, il est toujours à l'endroit où je le sais être, puisqu'il me l'a raconté, puisqu'il l'a prévu, puisqu'il l'a préparé, puisque j'aurai quelque part le suivi de ses émotions, mais aussi de sa localisation. Je crois que les couples polyamoureux qui fonctionnent le mieux sont ceux qui, justement, évitent l'écueil de la transparence absolue. Transparence absolue qui suppose aussi qu'on ne va pas toujours tenir compte de l'autre exactement, de ce qu'il peut entendre, de ce qu'il a envie de savoir, de ce qui peut-être peut l'agiter. Et s'il y a bien un maître mot qui devrait organiser tous nos couples, quels soient-ils, toutes nos relations, tous nos rapports aux autres, quels soient-ils, c'est le mot de respect. Et le polyamour, je crois, pour se vivre bien, pour ceux qui le vivent, le mettent en acte et le vivent plutôt bien, le maître mot, ce sera ça, le respect. Le respect de la sensibilité de l'autre, le respect de la jalousie de l'autre. Je ne crois pas que les polyamoureux sont vaccinés contre la jalousie, qui est un sentiment... Alors, j'en profite pour mettre en garde les jaloux. Le jaloux, en tout cas le jaloux pathologique, c'est de ses propres dérives dont il a peur. C'est de ses propres excès dont il a peur. Donc méfions-nous aussi de cette obligation à rassurer le jaloux, non, qui est un peu mise à plat avec le polyamour, mais il n'empêche, même si on n'est pas jaloux, on est sensible, on est quelquefois plus fragile, on a quelquefois besoin d'être plus rassuré, on peut se sentir quelque peu perdu dans cette possibilité de l'autre qui est là, ou de ces autres qui existent déjà. Donc, respect. Soyons prudents, ménageons-nous, câlinons-nous, et je crois que ceux qui fonctionnent le mieux, ce sont ceux qui n'en disent pas tant. On ne va pas se tromper, parce que justement, il y a de l'ailleurs, et on le sait vaguement, mais peut-être qu'on ne raconte pas si précisément cet ailleurs. Et c'est un choix, le polyamour, mais comme tout couple au fond, qui réclame des ajustements incessants. Un ajustement qui n'est pas à confondre avec du renoncement. Renoncement, ça veut dire que on s'assoit sur nos convictions, on s'assoit sur nos sentiments, on s'assoit sur nos besoins profonds pour dire « Ok, puisque toi tu me dis que c'est bien comme ça, puisque toi tu me dis que tu as besoin de vivre comme ça, je te suis. » Et là aussi je pense à un jeune homme pas si jeune que ça d'ailleurs, qui est en couple depuis, oui, peut-être 20 ans d'ailleurs, avec sa compagne. Ils se sont connus très jeunes. Elle se sent plus allègre, plus en appétit, plus en envie de l'autre, en envie d'aimer. Elle a rencontré quelqu'un et elle a voulu le lui dire et elle lui a demandé effectivement d'adopter ce modèle-là. Lui s'en sent totalement incapable.
Il ne l'a pas menacé, il n'a pas fait de chantage, il lui a pas dit « écoute, c'est lui ou moi ». Il a juste dit « je ne peux pas ». Mais il se sentait extrêmement, finalement, très peu légitime à dire « je ne peux pas », ayant l'impression que c'était l'empêcher elle, ayant l'impression que c'était peut-être manquer de modernité, manquer d'ouverture. Mais écoutons ce besoin viscéral qui est le nôtre, écoutons cette impossibilité viscérale aussi qui est la nôtre, à imaginer l'autre, à savoir l'autre, aimant, désirant, faisant l'amour ailleurs. Et qu'est-ce que j'ai pu dire à ce jeune homme d'ailleurs ? C'était que, non, effectivement, il n'avait rien à exiger, mais elle non plus n'avait rien à exiger. Alors si elle avait quelque chose à vivre ailleurs, elle le vivait, mais elle avait à renoncer à cet accord peut-être qu'elle lui demandait. Parce qu'il y a ça aussi dans ces contrats-là. Une espèce d'autorisation qui est demandée à l'autre. Est-ce que je peux vivre ce que j'ai envie de vivre ? Puisque tu le sais, tu m'y autorises. On ne se cache rien. Effectivement, le vœu premier est un vœu de confiance, un vœu, on va revenir à ce mot, de vérité, de transparence. Mais là aussi, je reviendrai à ce respect. Est-ce que l'autre a envie d'entendre ça ? Et la plupart des couples, sans être polyamoureux, qui ont vécu une longue vie au long cours ensemble, oui, la plupart vous diront il y a eu des entorses dans le contrat, il y a eu de l'autre, il y a eu des infidélités. Mais il y a eu, je dirais, l'intelligence, la sensibilité, la possibilité, en tout cas, de le garder pour soi, de ne pas le jeter en pâture à l'autre. Et si ça s'est su, et si ça a fait effectivement crise dans le couple, d'en faire quelque chose qui nous concerne tous les deux. Pas, effectivement, une démonstration de liberté que l'autre ne comprendrait pas et que l'autre n'arriverait pas à suivre. Le polyamour, pourquoi pas ? Mais à condition que ce modèle, justement, ne fasse pas figure de modèle au sens définitif, au sens arrêté du terme. Parce que je crois que c'est l'enjeu de tout couple, justement, d'être capable de se remettre en question, de se réajuster, de reposer les bases du contrat. Peut-être pas toujours en parlant d'ailleurs, on n'a pas toujours besoin de s'expliquer. Mais on a changé, on a évolué ensemble, on a envie d'essayer, on aura peut-être tâtonné l'un avec l'autre, on aura essayé d'en parler, on n'y arrivera pas toujours, et ça n'est pas grave, et c'est une spécialiste de la cure par la parole qui vous le dit, mais en tout cas c'est s'écouter suffisamment de manière intuitive, sensible, pour avancer, évoluer ensemble. Ce qui est important, c'est de ne pas se trahir soi, de ne pas trahir son désir à soi. Et de là, de ce désir qui est le nôtre, pouvoir aller à la rencontre du désir de l'autre et peut-être, ensemble, emprunter les voies, le chemin du polyamour, peut-être un moment, peut-être pour toujours, mais à condition que nous y soyons heureux, ensemble. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.